Merci beaucoup. Merci Thomas. Bon, moi, je vais aller un peu plus lentement parce que le français est un peu difficile avec le français, mais je vais essayer. Donc, en fait, nous, on s'intéresse sur la composition immunitaire des différents cancers. Et ce que vous allez voir, c'est que le glioblastome est différent de tout. Il n'y a pas de lymphocytes T qui sont normalement les principaux acteurs de l'immunité antitumorale. Donc, pour nous, ça a été quelque chose de très important à disséquer. Ici, ça c'est vraiment un schéma pour montrer le système immunitaire du cerveau, qui est très différent des autres tissus à cause de la barrière sans cerveau, à cause des vaisseaux lymphatiques qui sont très différents aussi, et à cause de la composition des cellules immunitaires. En fait, on voit qu'il y a principalement des cellules qui s'appellent les microglia ou des macrophages. En fait, on est né avec ces cellules-là, sont d'origine embryonnaire, et ils sont partout dans la parenchyme du cerveau. Et il y a un autre type qui s'appelle en fait les macrophages qui restent proches des vaisseaux et des capillaires. Donc, il n'y a pas beaucoup. Et en fait, ce que je montre ici, c'est une nouvelle technologie où on peut vraiment regarder l'écosystème immunitaire d'un tissu. Les petits points, ici, chaque point, c'est une cellule unique et le point représente tout le transcriptome de cette cellule. Donc, lorsque les points sont proches l'une de l'autre, ça veut dire que ces cellules sont semblables ou proches en phénotype et en fonction. Et donc, si on prend toutes les cellules immunitaires d'un cerveau normal et on regarde la composition, on voit qu'il y a une grosse proportion de cellules vertes. Et ceux-là sont les cellules d'origine myéloïde ou c'est macrophages ou microglies. En fait, voilà, il y a à peu près 80%. Et après, tout le reste, c'est moins que 3% de la composition immunitaire, notamment les lymphocytes qui sont normalement ciblés par les immunothérapies actuelles. Par les vaccins aussi. Donc, en fait, je pense il va falloir essayer de booster leur nombre pour améliorer les immunothérapies. Donc, voilà, ça, c'est le cadre d'un cerveau normal. Là, le cerveau n'est pas, en fait, il n'y a pas une barrière physique qui empêche l'intra immunitaire. On peut voir, par exemple, une comparaison entre un cerveau normal, comme je vous ai montré, la grande majorité des cellules immunitaires sont des microglies ou d'origine myéloïde. Ce qui se passe dans les métastases d'autres cancers, mais qui arrivent dans le cerveau, par exemple le cancer du sein, le cancer du poumon ou le mélanome peuvent en fait avoir des métastases dans le cerveau. Et on voit quand ces métastases arrivent, ils induisent un infiltrat immunitaire diversifié, notamment beaucoup de lymphocytes. Il faut préciser que ces métastases-là répondent aux immunothérapies. Donc, malgré que la tumeur pousse dans le même endroit, dans le cerveau, il y a des différences claires de la réponse. Et la question se pose, pourquoi ces tumeurs-là, les métastases, sont immunogènes, ils réagissent, ils sont activés par les immunothérapies, mais non pas les gliomes. Et comme vous avez entendu, il y a deux types de gliomes selon cette enzyme métabolique IDH, donc les mutants et les non-mutants. Et en fait, on peut classer les glioblastomes qui sont de grade 4 assez graves comme étant des glioblastomes, des IDH mutants, et les gliomes à grade inférieur comme des IDH normales. Et on voit tout de même que durant le glioblastome, la proportion immunitaire majeure qui reste, c'est vraiment cette barre rose-là qui montre que en fait, on n'a pas attiré de lymphocytes, ça reste dominant par les myéloïdes et les macrophages. Donc ça, c'est un premier point. Un deuxième point, vous avez entendu qu'il y a dans un même tumeur différents sous-clones et que si on attaque une clone, il y aura forcément une évolution d'autres clones qui vont reprendre la relève
et malheureusement aboutir à une rechute et à une récidive. Donc, on a entendu parler de différents types et de différentes génétiques de la tumeur. À l'hôpital, on envoie séquencer les tumeurs et on les classe selon en fait les caractéristiques moléculaires en différents groupes, par exemple OPC, NPC, etc. Ce qui a été montré récemment, c'est que ces états-là sont pas fixes dans le temps et qu'une tumeur peut altérer sa forme en fait. Et ce que je veux montrer ici, c'est que cette interaction, ce changement de la cellule tumorale pourrait être sous la pression immunitaire des macrophages dans le cerveau. Donc, si on essaye de comprendre comment ces cellules agissent, on pourrait peut-être briser cette boucle néfaste. Donc, pour nous, en fait, ça c'est vraiment très schématique. Ça, c'est ce qui se passe durant un cycle immunitaire antitumoral. Donc ça a été publié par Chen et Mellman en 2013 pour illustrer normalement dans une tumeur solide les étapes immunitaires antitumorales. Donc, étape 1, la cellule tumorale va mourir à cause du manque d'oxygène, à cause qu'on traite avec une radiothérapie, etc. Et quand la cellule meurt, elle va relarguer des antigènes. La première étape, c'est on a des cellules présentatrices d'antigènes qui vont venir capter ces petits morceaux de tumeur et par la suite vont migrer aux ganglions pour présenter ces morceaux de tumeur aux lymphocytes. Donc ça, c'est une étape de préactivation. Ces lymphocytes, par la suite, vont aller, via les vaisseaux sanguins, retourner à la tumeur, comme ils ont déjà vu auparavant ce morceau de tumeur, arriver à la tumeur même, ils vont attaquer les cellules tumorales très efficacement. Le problème dans le glioblastome, comme je vous ai décrit, on a un réseau lymphatique différent, on a un accès limité, et quand les cellules arrivent, les cellules lymphocytes T, qui sont les cellules tueuses de la tumeur, quand elles arrivent en tout petit nombre. Comme vous avez vu dans le glioblastome avant, de grade 4, il y a moins que 10% de cellules tueuses de tumeur. Et lorsqu'elles arrivent, elles prennent une forme d'épuisement ou une forme de suppression. Donc, elles arrivent, mais elles sont pas actives. Donc, il faut trouver des stratégies pour essayer d'une part, augmenter leur infiltrat et d'autre part, les garder actifs au sein de la tumeur pour, en fait, combattre les cellules tumorales. Donc, une approche, ça serait la vaccination, mais selon moi, en combinaison avec d'autres thérapies, des thérapies qui vont bloquer l'activité des cellules myéloïdes très, très suppressives au sein de la tumeur. Donc oui, on attire les T, mais il faut que les macrophages ne les inhibent pas. Donc ça, docteur Carpentier, vous avez montré ça. Donc les immunothérapies actuelles, les immune checkpoint inhibitors, ils n'ont pas fonctionné. Leur mécanisme principal d'action, c'est d'activer les cellules lymphocytes T, mais ces lymphocytes T sont pas présents, donc ou présents en très petite proportion. Donc, c'est nul ça. Bon. Alors, une autre chose qu'on aimerait en fait interroger dans nos études, c'est quoi l'impact du traitement standard qu'on donne en clinique sur l'évolution du système immunitaire de la tumeur? Lorsque on opère un patient, est-ce que l'acte chirurgical lui-même est inflammatoire? Est-ce que l'acte chirurgical lui-même peut induire une immunosuppression qui, en fait, aggrave les choses? Donc, c'est peut-être une hypothèse trop... Et donc, en fait, on voulait tester cette hypothèse. Maintenant, on l'a fait dans le petit animal en expérimentation préclinique. Et on développe ce sujet au niveau européen avec Thomas, avec une équipe en Norvège et d'autres équipes en Allemagne pour avoir, en fait, une vision plus précise du système immunitaire avant la chirurgie et après la chirurgie, pour voir l'évolution de ces macrophages-là, de leur niveau d'immunosuppression et essayer de, en fait, cibler ces voies qui sont réveillées par la chirurgie.
Donc, des voies, en fait, une des cibles qu'on regarde en ce moment, ça s'appelle l'inflammation. Et comme vous pouvez entendre dans le nom, c'est un complexe très, très inflammatoire qui est activé dans d'autres tissus par une infection ou qui est suractivé dans les maladies inflammatoires, mais qui, dans le cerveau, peut avoir un effet très néfaste. D'une part, il contribue à l'œdème cérébral, mais d'autre part, comme vous allez voir, il pourrait contribuer aussi à la récidive. Donc, nous ne sommes pas les seuls à explorer cette voie-là. Et en fait, ce que je voulais montrer dans ce petit diagramme ici, c'est que l'inflammation, en fait, va être activée en réponse de stress tissulaire, tel que la résection chirurgicale. Et quand activé, il va en fait générer des cytokines inflammatoires dans le cerveau. Donc, des facteurs inflammatoires qui peuvent être suppresseurs, qui peuvent contribuer au dommage tissulaire et à la mort cellulaire. Donc, un de ces facteurs-là, il s'appelle l'interleukine 1 bêta. Et vous voyez ici, d'autres groupes ont montré que cette interleukine 1 bêta, en fait, est une voie importante dans l'œdème cérébral et suggère que, en fait, le blocage de cette voie-là pourrait aider le patient. Comme disait Thomas, on peut faire ce qu'on appelle du drug repurposing, ça veut dire on peut prendre un médicament qui est déjà approuvé et le rediriger pour une autre application. L'inhibiteur de cette voie-là est déjà approuvé, ça s'appelle anakinra, c'est utilisé pour traiter les maladies inflammatoires et pourrait peut-être remplacer le dexaméthasone qui est un immunosuppresseur global qui pourrait interférer avec les immunothérapies. Donc, il faut vraiment sélectionner quelle voie inflammatoire bloquer pour laisser la chance à l'immunothérapie à fonctionner. Donc là, ce qu'on a fait dans le laboratoire, c'est assez complexe, mais je vais vous décrire. On appelle ça un peu, si vous voulez, l'immunologie de précision. On va regarder le paysage immunitaire cellule par cellule, parce qu'on s'aperçoit que toutes les cellules immunitaires ne sont pas identiques, un peu comme les cellules tumorales. Et pour aller trouver une nouvelle immunothérapie, il faut savoir quoi cibler. Par exemple, là, je vous ai montré qu'un cerveau est très, très, très riche en macrophages et en microglies. Mais si on les bloque tous, en fait, ça donne rien. Ça a été fait en essai clinique avec un anti-CSF1 récepteur et ça n'a pas fonctionné en glioblastome. Donc, il faut pas, en fait, il y a des macrophages qui phagocytent et mangent la tumeur. Il faut pas bloquer celle-là. Il faut par contre cibler les macrophages qui sont immunosuppresseurs, qui vont bloquer l'efficacité des immunothérapies. Donc, pour faire ça, il faut vraiment aller voir les sous-types et comment on peut les cibler. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est de récréer le protocole de Schlupp, mais en partie, chez le petit animal, en faisant une résection. Et ça, c'était un travail de collaboration avec Thomas, avec Olivier Mollier, qui est un neurochirurgien qui est venu en fait en laboratoire pour nous aider à faire les chirurgies. Et en fait, ce qu'on regarde ici, c'est dans ce modèle-là, l'avantage d'utiliser des souris, c'est qu'on peut maintenant utiliser des modèles génétiques où on peut inactiver une certaine voie inflammatoire ou une autre et voir si les souris vont répondre de la même façon à la croissance tumorale, à l'inflammation, etc. Donc, ce qu'on a fait, on a pris des souris qui sont contrôle et on a pris des souris qui n'ont pas cette voie inflammation, qui sont déficientes en inflammation. On a en fait transplanté le glioblastome. On est venu, après 18 jours, reséquer la tumeur et après revoir l'évolution de la tumeur et de son environnement immunitaire par des nouvelles méthodes qui s'appellent le séquençage à cellules uniques. Donc, ce qu'on fait, on extrait la tumeur du cerveau, on va la dissocier en cellules uniques et on va en fait séquencer chaque cellule à part pour voir l'état de son activation et en fait son phénotype. Donc, ça, c'est un peu comme je vous ai montré tout à l'heure. Chaque point, c'est une cellule, c'est le transcriptome de la cellule. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'on a, après la résection, toutes les cellules immunitaires sont capables d'infiltrer, d'arriver au cerveau,
Donc, on a non seulement les microglies et les macrophages qui sont à droite ici, mais on a beaucoup de cellules lymphocytes qui sont arrivées après la chirurgie. Et donc, en fait, avec cette méthode, on peut regarder l'évolution et on voit que en gris, c'était l'état du cerveau avant la chirurgie. Donc, on voit les grandes barres ici, c'est dominant en microglies. Et les microglies sont ces cellules-là. Tout le reste, c'est induit par la chirurgie. Donc, ça crée vraiment un trauma inflammatoire qui va recruter le système immunitaire au cerveau. Bon, alors ça, c'est très en détail. Là, on peut prendre les transcriptomes d'un type cellulaire, par exemple, juste les microglies et les comparer l'une à l'autre. Et on voit, par exemple, ici, les différentes couleurs. C'est une gradation d'activation. On peut, en fait, avec l'algorithme bioinformatique, appuyer sur chaque cellule et voir tous les gènes qui sont exprimés dans cette cellule-là, voir est-ce qu'il y a une cible sur la surface qu'on peut en fait éliminer, voir qu'est-ce qui est commun entre les cellules contrôle, les souris contrôle et les souris déficientes et qu'est-ce qui est différent. Donc, je vous donne juste deux messages. Donc, la première chose qu'on voit, qu'il y a en fait les microglies en gris ici, qui sont normalement abondants dans le cerveau, ils vont chuter après la chirurgie. Donc, ils ont un rôle protecteur normalement, ils maintiennent l'homéostasie du cerveau et la chirurgie va les détruire. Par contre, on va commencer à avoir un infiltrat de cellules inflammatoires qui vont arriver dans le cerveau. On voit la même chose, ça c'est dans la parenchyme, donc dans le tissu du cerveau, mais à l'extérieur de la tumeur. Et ça, ce qui passe, c'est la même chose en fait, mais à l'intérieur de la tumeur. Alors, je vais aller à cette diapo-là. Donc là, si on regarde l'infiltrat lymphocytaire et non pas les macrophages qui sont déjà là et comment ils vont changer d'activation, on voit qu'il y a, en fait, avec la résection, soit dans le cerveau adjacent, soit dans la tumeur, une grosse augmentation de cellules immunosuppressives régulatrices, Treg. C'est énorme. En fait, c'est 3 fois plus que avant la résection. Ce qui est vraiment surprenant, c'est que lorsqu'on bloque cette voie inflammatoire de l'inflammation, on renverse ce phénomène. Donc, ça veut dire, en fait, peut-être que cette voie d'inflammation est néfaste et en la bloquant, peut-être, avec un inhibiteur pharmacologique, avec un infiltrat, on pourrait réduire ce infiltrat suppresseur et permettre peut-être aux immunothérapies ou à l'immunité naturelle de combattre la tumeur. Donc ça, c'est pas, en fait, je mets pas ça pour que vous lisiez, mais ce que vous pouvez voir, dans une souris contrôle, on a un gros bloc de verre ici qui devient mauve. C'est en fait tous les changements et les interactions entre cellules immunitaires qu'on peut observer suite à la résection chirurgicale. Mais là, la question clé, OK, on a changé l'environnement. Est-ce qu'il y a un impact de ce changement sur la récidive? Donc ça, c'est la réponse, elle est là. Ce qu'on voit, c'est en fait les souris où on incapacite l'inflammatoire, ils vont survivre mieux et on va avoir moins de croissance tumorale après la résection. C'est très, très, très préliminaire. On a fait cette manip une fois avec une cohorte de souris, mais en fait, avec tout ce qu'on voit au niveau immunitaire, c'est très prometteur en même temps. Comme il y a déjà des composés sur le marché, peut-être on pourrait examiner ça assez vite chez les patients. Donc, les conclusions, c'est... Ah, t'as pas changé, ma diapo. Bon, en fait, il reste plein de questions. On est encore aux étapes très précoces. C'est qu'il y a plusieurs inflammations dans le corps humain. C'est pas un seul inflammation, il y a au moins 8. Quelle inflammation ciblée? Est-ce qu'on cible l'inflammation lui-même ou c'est cytokine dérivée, le IL-1 bêta ou IL-18? Et est-ce que vraiment ce blocage pharmacologique de cette voie inflammatoire va permettre en immunothérapie d'agir mieux et améliorer en fait la réponse des patients?
Donc voilà, moi aussi, pour les remerciements. Donc tout ce travail était en collaboration avec Thomas et Masha Nikolski, qui dirige le Centre de bioinformatique de Bordeaux, avec l'aide énorme de Sébastien Lillo. En fait, il est le doctorant qui a vraiment drivé ce projet. Il est là, si vous voulez lui parler. Il se cache avec sa douche. Et Domiti Salopin, une postdoc fantastique en bioinformatique, qui ont fait toutes les analyses de big data, essayer de comprendre ces phénotypes immunitaires pour à la fin trouver la cible à bloquer. Olivier Mollier, il faut pas oublier, en fait, c'était vraiment très très surprenant et impressionnant qu'un neurochirurgien laisse sa pratique clinique et vient nous aider pour la recherche préclinique. On apprécie beaucoup. Tout le staff de la Animal Facility, comme on dit ça, et le financement. Voilà. Merci beaucoup.